Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Que vous soyez là ou que vous soyez en train de regarder l'enregistrement. C'est génial que vous soyez là et que vous regardiez cette petite conférence. C'est une conférence qui va durer une petite demi-heure. Voilà. Et si vous voulez bien avoir quelque chose pour noter, peut-être ça pourra vous être utile. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs à ne pas commettre dans un atelier musical. Et oui, parce que forcément, quand on commence à faire quelque chose de nouveau, il nous arrive à faire des erreurs. Bah, même quand on est expert, on fait tous des erreurs. Et alors, ce n'est pas grave en soi de faire des erreurs on apprend. Il faut les commettre pour pouvoir apprendre. Mais je voulais vous donner quand même quelques pistes pour que vous puissiez ne pas les commettre. Cela, en tout cas, vous puissiez commettre d'autres erreurs. Alors, donc, on va voir pourquoi il faut faire attention à nos croyances limitantes, comment garder une ouverture d'esprit, les 3 erreurs fondamentales et comment les éviter. Et je vais, à la fin de la conférence, vous présenter donc la masterclass, comment mettre en place des ateliers musicaux. Car à la fin de cette conférence, je vais ouvrir officiellement les inscriptions pour cette masterclass qui va se dérouler le samedi 8 août. Ah. Alors, donc, quelles sont les croyances sur la musique ou l'enseignement qui pourraient nous perturber alors de mettre en place des ateliers musicaux? Alors, pour commencer, une des choses qu'on a tendance à croire, c'est que si on n'apprend pas la théorie à l'enfant, on ne fait pas de la musique. Chose qui n'est vraiment pas vraie. Au départ, on a toujours fait de la musique depuis presque le début que l'homme il est sur la terre et on n'a pas eu besoin en tout cas pour faire de la musique, on n'a pas eu besoin ni de l'écrire, ni de savoir les règles de l'harmonie, ni les solfèges, ni les noms des notes, ni quoi que ce soit. Donc, pour faire de la musique, on n'a pas besoin de la théorie. Et de la même manière qu'on n'apprend pas à lire et à écrire aux enfants de moins de 6 ans, qui ne sont pas en CP, de la même manière, on ne fait pas ça pour les petits. Et voilà, tout ça vient avec le temps. On peut donner les concepts, on peut donner plein de choses, bien sûr. Ce n'est pas que ce n'est pas utile. C'est juste, on n'en a pas forcément besoin d'apprendre la théorie à l'enfant pour faire de la musique, pour faire un cours de musique avec les enfants. Voilà, cette croyance-là, c'est une croyance limitante. Voilà. Ensuite, les enfants sont des éponges, donc il faut leur apprendre dès leur plus jeune âge. Alors, les enfants, en effet, ils sont des éponges dans le sens de qu'ils sont capables d'apprendre plein de choses avec une fraîcheur incroyable et avec une rapidité incroyable. Parce que quand on est enfant, le cerveau, il est hyper malléable. Tous les cerveaux sont malléables, les ceux des adultes aussi. Mais quand on est enfant, tout est possible. Ce qui se trouve à l'extérieur de notre tête, tout ce qui se trouve à l'intérieur de nos têtes, il n'y a pas de différence. Tout fait un tout. C'est le cerveau de l'enfant, il est beaucoup plus ouvert dans ce sens-là. Donc, du coup, ça fait qu'ils sont des éponges. Donc, par exemple, ils sont capables d'apprendre 2, 3, 4 langues sans problème, sans qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils sont capables d'acquérir énormément de vocabulaire dans très peu de temps. Enfin voilà, la vitesse dans laquelle ils apprennent les premières années de leur vie, c'est absolument incroyable. Nous, en tant qu'adultes,
On peut pas, enfin, on ne croit pas pouvoir apprendre aussi vite. Si on était dans le même état d'esprit que l'enfant, on serait capable, parce que le cerveau, il est malléable, encore une fois. Mais c'est toute une question de croyance. Mais ce n'est pas parce que les enfants sont des éponges qu'il faut absolument tout leur donner dès leur plus jeune âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont autre chose à faire. Parce qu'ils ont plein de choses à apprendre. Ils ont leur, comment dire, ils ont des priorités, on va dire. Ils ont des priorités motrices, ils ont des priorités de langage, ils ont des priorités et ils ne peuvent pas tout absorber en même temps. Et ils ont quand même un rythme et ils ont besoin quand même de qu'on soit cool avec ça. En plus, ils apprennent par le jeu et par la répétition. Donc, c'est pas la peine de les, comment on dit, de les saturer d'informations et des connaissances et du vocabulaire parce que ça ne va pas le faire. L'enfant, il va vite décrocher, il va passer à autre chose et vous n'allez pas comprendre et puis il va commencer à faire des bêtises et des choses comme ça et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors que tout allait bien, c'est parce que c'est trop, il faut changer, il faut passer à autre chose, ou alors il faut rester plus longtemps sur la même chose, mais il ne faut pas tout le temps vouloir de surexiger l'enfant, de surstimuler l'enfant. Ça ne sert à rien, il n'apprendra pas plus, et puis surtout, ça ne va pas lui donner du plaisir. Et si ça ne lui donne pas du plaisir, il n'aura pas envie, et s'il n'a pas envie, il ne va pas apprendre, tout simplement. Comme tout le monde d'ailleurs, on est tous pareils là-dessus. Les adultes, on est pareil. Si ça ne nous intéresse pas, si on n'est pas motivé, c'est très dur d'apprendre pour nous aussi. Donc, troisième chose, il faut leur faire des activités différentes à chaque séance. Ça découle de la deuxième phrase de cette histoire qu'il ne faut pas les surstimuler. Non, en fait, chaque séance ne doit pas être différente. D'ailleurs, moi, je répète beaucoup mes séances, notamment ce qui est le rythme, ce qui est les chansons, par exemple, pour pouvoir vraiment les apprendre. On ne les apprend pas dans un seul jour. Il faut les répéter, les répéter, les répéter. Pareil pour le rythme. Et c'est par la répétition qu'ils apprennent et c'est par la répétition qu'ils maîtrisent, comme ça se passe dans la musique en général. En plus, ça leur apprend une certaine discipline qu'il faut avoir parce que comme la musique, comme dans le sport, comme dans n'importe quel art, qu'il soit manuel ou intellectuel, on a besoin d'entraînement. Et pour s'entraîner, il faut répéter. Il faut le faire plusieurs fois. Et même si on va nous demander si, par exemple, on est en train d'animer des ateliers et on n'est pas les parents, on est les animateurs, on va dire, ou les professeurs. Ça dépend de votre métier ou qu'est-ce que vous faites. Et même s'il y a les parents qui vont dire « Ah, mais encore une fois, mais vous faites toujours la même chose, des choses comme ça. » Oui, on fait beaucoup de fois la même chose parce que c'est comme ça qu'ils vont maîtriser. Au début, ça va être dur. Par exemple, tout ce qui est la motricité à travers le rythme. Je travaille beaucoup le rythme à travers le corps. Au début, par exemple, les petites sections, c'est à côté. Ils ne sont pas en rythme, ils ne sont pas dans le tempo, ils n'arrivent pas à taper, ou alors ils tapent à côté, ils font un peu comme ça leur vient. C'est pas grave. Et je ne dis rien, je ne dis absolument rien, mais je fais, et toutes les séances, on fait ça, on s'échauffe le corps en faisant du rythme, en faisant les noirs, les blanches et tout ça, avec une chorégraphie. Et puis, au bout d'1 mois, 2 mois, naturellement,
il commence à sauter avec le bon tempo, il commence à taper sur les mains comme il faut, il commence à trouver tous les rythmes, j'ai commencé à complexifier les rythmes qu'il faut taper et ça se passe, mais naturellement, tout seul, et juste en répétant, sans même dire qu'il se trompe ou qu'il ne se trompe pas. C'est juste, voilà, en imitant, ils comprennent tout seuls que, voilà, ils ont envie de faire les choses autrement, de faire les choses de mieux en mieux. C'est juste qu'au début, même s'ils le voulaient, ils n'arriveraient pas parce que ils n'ont pas l'entraînement pour le faire. Voilà. Ensuite, quatrième croyance qu'on a en général, c'est si on n'a pas d'instrument, on ne fait pas de la musique. Ça, c'est très, très commun. On me dit alors, qu'est-ce que vous avez fait comme instrument aujourd'hui? Bah, les mêmes que la dernière fois. On a fait les percussions. On fait souvent les mêmes instruments parce qu'on ne fait pas de la découverte instrumentale tout le temps, déjà pour commencer. Et puis, on n'a pas forcément besoin d'instruments pour faire de la musique. Parce qu'on a d'autres choses. On a la body percu, par exemple. On utilise beaucoup le corps. Comme je disais, j'aime beaucoup utiliser le corps pour ressentir pardon, pour ressentir le tempo, pour ressentir le rythme. Parce que quand on le ressent avec le corps, c'est plus ancré. Donc, du coup, on devient plus autonome. Quand on a le métronome interne, comme l'oreille interne, enfin, tout est lié au corps. Il faut que ça passe aussi par le corps, pas uniquement par l'intellect, parce que c'est comme ça qu'on devient autonome après et que on va arriver à mieux maîtriser la musique en général. Et donc, on n'a pas besoin d'instruments pour faire de la musique. Si vous voulez faire de la musique chez vous et que vous n'avez pas d'instruments, vous avez très peu d'instruments, là, vous pouvez prendre d'autres choses. Il y a les casseroles, il y a les tupperware, vous pouvez faire, si vous voulez faire des choses plus mélodiques, vous pouvez faire avec des flacons qui soient de la même taille avec différents volumes d'eau et trouver les notes que vous trouvez jolies. Si vous n'avez pas accès à un piano pour pouvoir accorder, et sinon, vous pouvez vous amuser à les accorder. Vous pouvez faire énormément de choses. Pourquoi? Parce que les enfants de moins de 6 ans ou de moins de 5 ans, je dirais, parce qu'à 5 ans, on peut commencer déjà à apprendre un instrument, et ben, ils n'ont pas la capacité motrice, ils n'ont pas la capacité motrice, la motricité fine, pour pouvoir manipuler un instrument de manière correcte, que ça sonne bien et que voilà, et l'apprendre vraiment. Donc, au début, ce qu'on apprend, c'est tout simplement les différentes hauteurs. On va apprendre le volume, les nuances, et voilà, et c'est tout. On va apprendre la gamme de Do, oui, bien sûr, on va apprendre les noms des notes et tout ça, mais ça, c'est si on a un piano, et ou alors, bon, ça peut se trouver très vite dans une application. Il y a des applications gratuites dans tous les téléphones pour qu'ils entendent les vraies notes, pour qu'ils entendent la vraie note avec le vrai nom. Ça, c'est important de le faire. Mais on n'a pas besoin d'instruments de musique pour faire de la musique. On peut faire de la musique avec tout et n'importe quoi. Stomp, l'a super bien prouvé. C'est génial, Stomp. Voilà. Ça, c'est juste un obstacle qu'on se met pour une excuse qu'on se met pour ne pas le faire. Après, ça, c'est autre chose. Et ensuite, la dernière croyance, c'est si je ne connais rien de la musique, je ne peux pas faire de l'éveil musical. Alors, ça, c'est la même chose. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance et même des enseignants de maternelle qui font des chansons, qui apprennent à chanter, un petit juste d'ailleurs, qui font des travails de tempo, des tempi avec les percussions et
ne savent pas forcément qu'ils sont en train de faire de la musique, mais juste en sachant tous ces genres de choses, on peut faire de la musique avec les enfants. Après, bon, bien évidemment, dans l'idéal, si on se connaît un petit peu, c'est encore mieux. Mais on peut aussi apprendre avec les enfants. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler donc des erreurs qu'on peut commettre dans la mise en place des ateliers musicaux. Parce que forcément, moi, j'en ai commis quand même pas mal. Et donc, je voulais vous faire profiter donc de mon expérience, de mes erreurs, pour que vous puissiez ne pas les commettre. Alors déjà, la première chose que les premières erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé, c'est que je ne connaissais pas l'évolution du développement cognitif de l'enfant. Alors, du coup, je me retrouvais à démonter des choses trop difficiles au niveau de motricité fine au tout petit ou des choses beaucoup trop faciles pour les grandes sections. Voilà, après bon, on apprend sur le tas, comme on dit. Moi, je me suis beaucoup plus intéressée à ce genre de choses, surtout quand j'ai eu des enfants. Donc, ça ne m'a pas empêché de travailler dans l'éveil musical malgré ça. Mais quand j'ai commencé à lire, j'étais là, oh là là, le pauvre, je lui exigeais de faire ça et je ne comprenais pas pourquoi il ne pouvait pas le faire. Enfin, il ne voulait pas le faire, mais en fait, c'est pas qu'il. En général, les enfants, quand ils ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils ne se sont pas dans la capacité de le faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris après. Et voilà, donc c'est important de quand même avoir un aperçu de ce qu'ils sont capables ou pas capables de faire les enfants de 0 à 6 ans quand on fait de l'éveil musical. Plus tard aussi, c'est important tout le temps, ça dépend avec quel âge on travaille avec les enfants, mais là, dans l'occurrence, on parle d'éveil musical, donc c'est important de savoir l'évolution du développement cognitif de l'enfant, et ça pour tous les métiers qui concernent la petite enfance et la maternelle, bien évidemment, mais ça, les professionnels, ils le savent déjà. Ils ont fait des études, vous avez fait des études pour ceux qui sont professionnels, vous avez fait des études là-dessus, mais les musiciens, par exemple, on n'a pas forcément fait des études là-dessus, on ne s'est pas forcément intéressé à ça, mais c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Et les enfants, ils souffrent moins et nous aussi. Voilà, donc ça, c'est une des erreurs que j'avais commises. Une autre chose, c'était croire que les enfants sont des manipulateurs. Ça, c'est pareil. De croire que dès le départ, il fallait montrer son autorité et être limite méchant, enfin très dur avec les enfants parce que sinon ils allaient me marcher dessus. Ça, c'est quelque chose que j'entends mais très très souvent des animateurs, de la part des animateurs enfin, voilà, ou des vieilles générations, on va dire. Et ça, c'est pareil. Après une moult formation et auto-formation et renseignement et lecture, j'ai compris que les enfants ne sont pas capables de manipuler qui que ce soit. Alors, et certes, à partir d'un certain âge, ils vont essayer de faire du chantage parce qu'ils ont très bien appris avec leurs parents. Mais un coup pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont essayer de manipuler. Ils ne peuvent pas le faire. C'est trop complexe, ça. Et même, enfin, voilà, les enfants, ils n'essayent pas de manipuler. Par contre, c'est à nous de savoir identifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi, par exemple, tout d'un coup, la classe est devenue un bordel monstre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce que j'ai fait des toi? Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Qu'est-ce que j'ai dit qui ça n'a pas plu? Parce que bon, parfois on peut offenser aussi hein, les enfants, on peut dire des choses qui peuvent être blessantes. Mais ça, malheureusement, j'ai des exemples aussi. J'en ai fait aussi d'avoir blessé les enfants avec des petites blagues et puis finalement ils les prennent hyper mal, ils se sentent hyper humiliés et tout ça.
alors que bon, les autres enfants, ils n'ont pas prêté attention, mais voilà, quoi, ça peut être hyper blessant, c'est normal, c'est tout à fait normal. Enfin, voilà, c'est des erreurs qu'on commet. On ne se met pas à la place des enfants, on ne se dit pas, tiens, les enfants, c'est des êtres à part entiers et ils vont, eux aussi, ils ont le droit de s'offenser, de se sentir mal. De prendre mal les choses, tout simplement, parce qu'en plus, ils sont égocentriques, et ça, c'est tout à fait normal. Ils ont la capacité de, de, de se mettre à la place de l'autre. C'est quelque chose qui se travaille, ça, la compassion, c'est quelque chose qui vraiment se travaille. Enfin, ils peuvent être désolés pour quelqu'un d'autre, mais ils vont être plus désolés parce que eux, ils ont fait mal, ils se sentent pas bien, eux, parce que eux, ils se sentent qu'ils sont méchants, que parce que l'autre personne, elle a souffert. Vous voyez ce que la subtilité, ça c'est très difficile pour un enfant de faire. Donc, mais nous, oui, on peut le faire. Donc, il faut se mettre à la place de l'enfant et s'enlever de la tête cette croyance de que les enfants sont des manipulateurs. Voilà. Une autre erreur que j'ai commise, c'est surestimer la capacité d'analyse de l'enfant. Voilà, c'est la même chose. Voilà, quand ils font, par exemple, quand il y a un enfant qui frappe l'autre ou qui envoie l'instrument sur la tête de l'autre, dire non mais ça va pas la tête, pourquoi tu fais ça? Enfin, de ne pas comprendre pourquoi à l'enfant, ça lui est venu à l'idée de jeter un instrument sur la tête de l'autre. Et vraiment, on n'est vraiment pas comprendre pourquoi l'enfant il a fait ça. Et ben voilà, l'enfant il est à chaque fois qu'il est sous une émotion, genre la colère, bah, il est avec le cerveau reptilien et il réagit. Il ne fait que réagir. Il ne peut pas analyser. C'est trop difficile. C'est encore une fois, c'est un entraînement à avoir. Même il y a des adultes qui ne l'ont pas d'ailleurs. D'ailleurs, quand on devient parent, c'est comme si le cerveau reptilien il prenait le dessus de nous. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais à moi, je dois beaucoup travailler avec mon cerveau reptilien parce qu'il apparaît souvent. Et ben c'est pareil, là, pour eux, c'est vraiment presque impossible. Donc, c'est un entraînement à avoir. Et donc, non, ils n'ont pas une capacité d'analyse hyper puissante. Bien évidemment, plus ils sont vieux, plus ils analysent les choses et mieux ça marche là-haut. Et c'est très bien d'incentiver ça, mais il faut pas attendre d'un enfant de 3, 4, 5 ans qu'il ne jette pas un instrument sur la tête de son copain quand il est en colère. Voilà, c'est une autre erreur que j'ai commettée. Je me mettais, enfin, ça pourrissait le cours parce qu'après, je me mettais super mal. Enfin bref. Et ça, c'est une erreur aussi de tout de suite se morfondre et se mettre dans l'émotion des enfants. Et donc, du coup, on n'assure pas l'atelier. Donc, voilà. Et l'autre erreur que j'ai commis pendant assez longtemps aussi, c'est l'absence de rythme. Pas l'absence de rythme dans le sens musical, mais l'absence de rythme dans le sens que je n'alternais pas assez, par exemple, les exercices. Les exercices qui demandent de la concentration, les exercices qui étaient plus physiques, les exercices plus de relaxation. Voilà, ça m'est arrivé souvent de faire tout par bloc, ou passer trop longtemps sur un exercice ou trop longtemps sur un jeu, parce que je voulais absolument qu'ils comprennent la base du jeu, enfin, ce qu'ils devaient apprendre à travers ces jeux-là. Et donc, du coup, j'ai perdu les enfants et donc, du coup, ils faisaient n'importe quoi, voilà, comme je vous disais plus tôt. Voilà les erreurs que j'ai faites. Et donc, et oui, et puis une autre erreur que j'ai faite aussi, c'est de vouloir absolument suivre mon programme.
vouloir suivre absolument mon programme. Et ça a montré un manque d'ouverture d'esprit, un manque de confiance aussi vis-à-vis des enfants. Donc, du coup, je me disais, ce serait bien de parler de cette ouverture d'esprit. Comment faire pour garder l'ouverture d'esprit? Parce que dans l'absolu, je pense que tout le monde pense qu'il faut garder une ouverture d'esprit. Hein, c'est plus simple pour vivre, tout simplement, pas seulement pour animer des ateliers musicaux. Il vaut mieux garder une ouverture d'esprit, comme ça on est moins dans le jugement de l'autre, on est moins dans la critique et les choses négatives, parce que ça nous apporte quand même pas mal de choses négatives. On est dans des émotions négatives, du coup on ne vit pas bien. Donc, comment faire pour garder cette ouverture d'esprit? Alors, la toute première chose, c'est oublier tout jugement des enfants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, je vous donne un exemple. Demain, vous devez faire un remplacement d'une autre personne, notre professionnel ou professeur, enfin professionnel tout court qui travaille avec les enfants. Et cette personne-là, elle vous dit oui, je ne sais pas, Jean, il est souvent très excité, il faut faire attention à lui, et il faut le cadrer. Et Jacqueline, elle, par contre, elle est toute timide, il faut la faire participer, etc., etc. Et on nous donne, voilà, on met les enfants dans des espèces de petites cases, là, comme ça, on les décrit. En voulant bien faire, hein, c'est pour que le remplaçant il se sente plus à l'aise et qu'il sache à quoi s'attendre. Mais moi, comme conseil, pour garder l'ouverture d'esprit, c'est oublier tout ça. Ne pas mettre de jugement, ne pas se faire des idées des enfants. Et ça, même si on connaît déjà les enfants. Moi, j'ai compris quand j'ai commencé à faire ça, parce qu'au début, pour me rassurer, je voulais absolument qu'on me parle des enfants, de la classe et tout ça. Et puis, à un moment, je me suis dit non, stop. Moi, j'y vais avec la tête fraîche. Les enfants, voilà, je ne les mets pas sur des cases. Et quand j'arrive dans la classe, eh ben, personne a une case, même si les enfants qui ont eux aussi, ils ont tendance à dire oui, mais lui, il fait toujours des bêtises. Eh ben non, non, lui, il fait pas toujours des bêtises. Moi, je sais pas s'il fait des bêtises. Il a fait des bêtises hier, il a peut-être fait des bêtises jusque-là, mais peut-être aujourd'hui, il va pas faire des bêtises. Et donc, du coup, ça fait que les enfants, ils se sentent moins obligés à garder cette comment dire, ça ne me vient pas à l'esprit. Il ne me vient pas le mot. Ce rotule-là, ces personnages qui se sont faits, ou qu'on leur a dit qu'ils étaient, et bah, ils ne sont pas obligés de faire ça. Et donc, du coup, et bah, ça les ouvre aussi, eux, et ça les ouvre à d'autres perspectives. Et ils sont plus ouverts aussi à nous suivre. Voilà, donc oubliez tout jugement des enfants. Ensuite, comprendre que l'on peut apprendre avec les enfants, ça c'est pareil. On n'est pas obligé de tout savoir. Comme je vous disais, comme on n'est pas obligé d'être musicien pour faire de l'éveil musical, on peut quand même apprendre avec les enfants. On peut découvrir des choses. Je ne sais pas, vous pouvez, si vous n'avez pas eu le temps de préparer une cantine, mais vous aviez envie de faire quelque chose, vous n'avez pas eu le temps d'apprendre la cantine que vous avez voulu faire avec les enfants, et bien, rien ne nous empêche de l'apprendre avec eux. Même c'est encore mieux, puis vous allez voir qu'ils vont apprendre plus vite que vous aussi. Ça m'est déjà arrivé. Les enfants, ils apprennent les paroles beaucoup plus vite que vous. Vous avez toujours besoin du texte parce que vous vous êtes mis dans l'idée que vous n'apprenez pas vite les textes. Et ben, eux, comme ils lisent pas, ils n'ont pas le choix, ils apprennent le texte très rapidement. Ils ont dans l'ouverture d'esprit et pas nous. Donc, mais
si on garde cet état d'esprit de qu'on peut apprendre aussi avec les enfants, c'est pareil. Si on n'est pas très fort pour garder le tempo d'une chanson, voilà, qu'on n'arrive pas à être ancré, qu'on n'arrive pas à trouver le temps et tout ça, bah, prenez le temps avec les enfants. Pratiquez avec les enfants, justement, ça va vous faire du bien à vous aussi. Et même si... et si vous gardez l'ouverture d'esprit, vous allez arriver aussi vite que à trouver le tempo au fur et à mesure, tout seul. C'est pareil. Bon. À force d'écouter la musique africaine, ou alors des choses qui marquent bien le temps, comme le rock ou la musique électronique, ou des choses comme ça c'est pareil. Bah, à force, vous allez entendre aussi les tempos dans les tempis dans les autres musiques, et même dans la musique classique qui varie de tempi dans une même œuvre, dans une même pièce. Vous allez pouvoir suivre les différents tempis. Voilà. Et ensuite, faire des séances de respiration avant de commencer la journée. C'est très bon pour garder l'ouverture d'esprit. Vider la tête. Créer de l'espace. Respirer. Plus d'espace on a dans notre tête, plus de patience on aura. On sera plus ouvert à résoudre les problèmes des enfants. Et si on commence à sentir dans la journée qu'on commence à devenir, la tête elle commence à devenir trop plein et qu'on commence à réfléchir à trop de trucs et à angoisser et tout ça, et ben, on respire, on crée de l'espace dans notre esprit. Et on va retrouver les solutions beaucoup plus simplement. Et pour finir, pour toujours garder l'ouverture d'esprit, visualisez une séance parfaite. Donc, imaginez quel est le meilleur état pour vous pour pouvoir commencer la journée. L'enthousiasme, la joie, si vous voulez transmettre voilà, que vous êtes souriante, que vous avez envie d'être là et vous avez envie que les enfants ils soient bien et qu'ils se sentent à l'aise. Voilà, être toujours voilà, avec beaucoup d'enthousiasme pour traiter certains sujets comme les émotions à travers la musique ou n'importe quoi, le rythme ou la nouvelle chanson que vous allez apprendre. Visualisez-la comme si elle était parfaite. Ça, c'est pareil, ça donne de l'espace dans l'esprit et puis après, on peut résoudre les problèmes beaucoup plus facilement et faire en sorte que la séance elle soit parfaite. Voilà, j'espère ne pas avoir trop philosophé quand même. Alors, j'arrive aux erreurs. Donc, erreur numéro 1, comme je vous parlais, des idées fixes. Donc, vouloir à tout prix faire ce que l'on a planifié. Alors là, j'ai un exemple de quelqu'un d'autre. Par exemple, je connais quelqu'un, monsieur, qui voulait absolument travailler et faire un jeu d'oreilles avec les enfants. Et il s'était mis dans l'idée qu'il fallait la faire et que ça allait leur faire du bien et qu'ils allaient apprendre et que ça allait être super. Alors, il a commencé à le faire, mais les enfants, ils n'avaient pas envie de faire ça. Ils avaient envie de faire autre chose. Je sais pas, il commençait à taper des rythmes, des choses comme ça. Alors, lui, il a commencé à monter en colère. Oui, mais non, moi, je veux que vous appreniez ça, alors il faut que vous appreniez ça. Et les enfants, ils sont toujours pas disponibles pour le faire. Et quand un enfant, il n'est pas disponible, bah, il n'y a rien à faire. Bah, ça, c'est une erreur fondamentale, je dirais, de rester sur cette histoire de qu'il faut absolument faire ce que vous avez planifié de faire parce que c'est bien. Et ben non, laissez-le pour plus tard. Laissez-le pour quand les enfants ils seront plus réceptifs. À un moment donné, ils vont l'être. C'est sûr et certain qu'ils vont l'être. C'est juste qu'à ce moment-là, ils ont besoin d'autre chose. Ils sont en train de taper des rythmes, bah, faites des percussions.
il faut être toujours dans la capacité de basculer vers un truc et l'autre et être à l'écoute de ce qui se passe en face de nous, ce qui se passe avec les enfants. Donc, aussi, penser que les choses se font que de la manière qu'on pense qu'elles se font. Par exemple, on va présenter les tambourins, pour citer quelque chose. Aujourd'hui, on présente les tambourins et on dit, voilà, les tambourins, ils se jouent comme ça. Tac, 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 tac. Et on donne à l'enfant, et puis l'enfant, tout d'un coup, il commence à faire, à caresser la peau du tambourin. Ou il commence à taper sur le côté, ou il tape par derrière, et vous vous mettez en colère, mais non, ça se fait pas comme ça. Et bien si, laissez la créativité des enfants s'exprimer, parce que les choses ne se font pas que d'une seule manière. Je connais un pianiste qui lui, il ouvre le capot du piano à queue, il joue les cordes directement et il fait des sons, il caresse les cordes, il fait des sons magnifiques et c'est hyper beau et c'est très juste. Il fait ça oui, je ne sais pas s'il joue toujours avec ce même trio, mais il avait un trio de jazz et c'était absolument génial et hyper créatif. Donc c'est tout à fait possible. Non, le piano à la base, on l'a prévu pour qu'on joue les touches, mais on peut faire aussi d'autres choses et c'est tout à fait aussi musical et aussi possible. Et plus on laisse de liberté à ce genre à la créativité de l'enfant qui a en général beaucoup plus de créativité que nous les adultes, et ben les plus de capacités ils vont avoir de résoudre les problèmes après, de trouver différentes solutions aux différents problèmes qui peuvent se confronter. Voilà. Donc, très important de ne pas avoir cette idée fixe-là. Ensuite, croire que les enfants apprennent dès la première approche du jeu. On leur dit le jeu, on leur dit les règles, et puis ça y est, c'est bon, ils vont pouvoir faire les exercices. Et ben non, c'est toujours la même chose, il faut jouer plusieurs fois pour qu'ils apprennent bien les règles. Souvent, en plus, si on fait les séances une fois par semaine, et ben, il faut forcément rappeler les règles. Et encore, jusqu'à grande section, il faut les rappeler toutes les semaines pendant un bon moment. Parce qu'ils ne se souviennent pas des règles. Ils n'ont pas la capacité de se souvenir des règles. Voilà. Erreur numéro 2, faire qu'une sorte de jeu ou exercice. Ça, c'est ce que je vous ai parlé dans mes erreurs à moi. Donc, par exemple, faire uniquement des jeux de concentration ou faire uniquement des jeux physiques. Ça ne va pas le faire. Les enfants, ils ont besoin des deux. Ils ont besoin des jeux de concentration et des jeux physiques et il faut les alterner continuellement. Dans l'idéal, changer régulièrement. Voilà, une chose peut dériver vers l'autre, mais on ne peut pas garder un enfant pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à faire les mêmes genres d'exercices parce que forcément, on les perd. Alors, les professionnels de la petite enfance et de la maternelle, ça, ils le savent par cœur, mais les musiciens, ils ne le savent pas forcément. C'est pour ça que je dis cette erreur. Erreur numéro 3, ne pas avoir une direction claire. Alors, ne pas avoir ses objectifs clairs, il est hyper important. Parce que venir comme un cheveu sur la soupe, eh ben, c'est pas très conseillé. Les enfants, ils ressentent ça. Quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez, quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez les amener, eux, ils commencent à se sentir pas sûrs, pas en confiance. Ils ont besoin que vous, en tant qu'adulte, vous sachiez où est-ce que vous les amenez, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont tout le temps dans l'expectative de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont perdus dans le temps, ils n'ont pas de notion du temps qui passe avant les 4-5 ans, je dirais même plus 5-6 ans.
ils n'ont pas cette notion-là. Pour eux, c'est très difficile. Imaginez-vous, vous ne savez pas si c'est mercredi, jeudi ou lundi matin. On ne sait pas si on est le matin, l'après-midi, le soir. Vous savez que vous avez mangé il n'y a pas très longtemps, mais vous n'êtes pas en train de dormir la sieste. Donc, est-ce qu'on est après la sieste? Est-ce qu'on est le matin? Ils sont perdus, ils sont tout le temps paumés. Donc, les pauvres, ils ont besoin de que l'adulte, par contre, il soit là pour qu'il montre une certaine confiance et sûreté. Donc, pour que l'adulte soit en confiance, il faut qu'il ait ses objectifs clairs de la journée. Et bien sûr, une planification trimestrielle ou annuelle va aider beaucoup, 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 beaucoup. Pas forcément de se dire oui, à la fin de l'année, il faut qu'ils aient appris ça, 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 ça et ça, mais que vous ayez des objectifs, genre par exemple, moi je me donnais comme objectif de que mon perso, il passe par les différents événements de l'année, Halloween, Noël, Pâques, enfin des trucs comme ça, ou par les différentes saisons, le printemps, l'hiver, enfin, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Voilà, et avoir cette cohérence-là, donc ça me permettait d'avoir de planifier ce que j'allais faire, où est-ce que j'allais, et de donner de repères aux enfants, de donner des repères musicaux aussi aux enfants pour qu'ils se sentent plus à l'aise et plus en confiance. Voilà. Alors, j'ai des exemples des collègues parce que pendant un bon moment, j'ai supervisé des collègues, enfin, j'ai donné un coup de main à mes collègues pour qu'ils avaient des difficultés dans les écoles. Bon, mes collègues, ils étaient musiciens, donc pas forcément expérimentés en termes de pédagogie, ils avaient de l'expérience en tant que musiciens. Et en tant que professeur de musique en école de musique ou en individuel, donc du coup, ils ne connaissaient pas forcément très très bien en développement de l'enfant. Ce que je vous disais, moi, au début, ma propre expérience, c'est la même que ces professeurs-là. Et donc, souvent, ils rencontraient des problèmes. Par exemple, les groupes d'enfants surexcités, après trop d'exercices assis. Un jour, je suis allée dans un cours où le professeur, il les asseyait sur la table, sur les bancs, autour de la table, et au tabouret. Et puis, elle commençait à jouer une chanson, une pièce classique, un extrait de pièce classique. Et les enfants, donc, il fallait qu'ils fassent noir, 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 blanche, blanche, noir, 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 blanche, blanche, au tempo qu'elle faisait sa pièce. Voilà. Et ça, mais pendant une bonne demi-heure. Et l'exercice ne se finissait jamais. Il fallait que tous le fassent autour de rôle, tous ensemble, et rester assis. Et les enfants, ils avaient 4-5 ans. Bien évidemment, de 7 minutes, ils n'en pouvaient plus, les gamins. Alors forcément, elle s'est mise en colère, mais elle n'a pas changé d'exercice. Bon, là, je parle d'un extrême. Mais forcément, ce n'est pas possible. Un adulte, il est capable de tenir sur la longueur parce que il sait qu'il est en train de répéter, et donc que ce ne soit pas parfait, on a envie de finir notre truc, mais les enfants, ils ne comprennent pas quand est-ce que c'est parfait, quand est-ce que c'est pas parfait, quel est le but de tout ça. C'est un exercice beaucoup trop abstrait, faire ça pour s'amuser pendant, oui, même pas 5 minutes, tu trouves que c'est trop long. Mais après, il faut utiliser le corps, il faut faire autre chose, il faut changer, il faut faire évoluer les choses. C'est vraiment très normal de perdre les enfants, de les perdre complètement. Voilà. Quoi d'autre? Oui, manque de clarté et de cohérence. Ça, c'est dans un autre atelier. J'ai assisté, donc, je vous disais, j'ai assisté dans plusieurs ateliers de différentes personnes. Et donc, cette personne-là, elle improvisait.
Alors, ça peut arriver hein, d'improviser des choses, surtout quand on voulait faire quelque chose et puis tout d'un coup, on voit que les enfants, ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit et qu'il faut changer. Il faut avoir plusieurs jeux sous la manche, plusieurs exercices sous la manche, ça c'est sûr et certain. Mais là, c'était tout le temps. Il ne savait pas du tout où est-ce qu'il allait, il ne savait même pas pourquoi il faisait ça, à quoi ça sert l'éveil musical. Voilà, donc du coup, il n'y avait absolument aucune cohérence, aucune clarté. Et encore une fois, les enfants, quand ils ne se sentent pas en confiance, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, ils ont l'impression que l'adulte, il ne sait pas où il est, ils ne se sentent pas en sûreté. Et tout de suite, ils commencent à avoir peur. Et quand ils ont peur, ben, ça dépend des enfants, ils réagissent de manière différente. Mais en termes de discipline, ça ne se passe pas bien, forcément. On les a perdus, ils ne feront rien, ils ne vont pas nous suivre du tout, quoi. Ils ne vont pas nous faire confiance non plus. Ils vont pas, si jamais il se passe quelque chose, il faut qu'on leur dise, bon, maintenant il faut qu'on quitte cette salle-là parce qu'il y a un danger quelconque, ils ne vont pas nous suivre parce qu'ils ne se sentent pas en sûreté avec nous, quoi. Donc c'est très important d'avoir de la clarté et de la cohérence. Voilà, que ça parfois on peut l'oublier, même quand on le sait, on peut l'oublier. Donc, toujours avoir très clair les choses, même quand on est en train d'improviser. On sait très bien, d'où l'importance de la planification, de se dire, bon voilà, moi je sais que chaque séance, il faut qu'il y ait tel genre d'exercice, tel genre d'exercice, tel genre d'exercice. J'en ai un tas de différents et après je pioche. Si jamais j'ai pas eu le temps de faire la planification, d'écrire mon cours. Mais sinon, il vaut mieux. Oui, voilà, il faut toujours avoir très clair ses objectifs dès le départ avant de commencer les ateliers, parce que ça facilite énormément les choses. Même quand on est en capacité d'improviser, il faut avoir les choses très claires. Enfin, c'est un peu comme si on était en train d'improviser dans la musique, par exemple, on a besoin quand même d'un minimum d'une grille ou d'un tempo commun ou quelque chose qui fait que il y a quand même quelque chose qui contient. Ça existe la musique complètement improvisée comme la musique dans la musique contemporaine, mais il travaille sur autre chose, il travaille plus sur l'énergie, c'est beaucoup plus mystique tout de suite. Donc, il y a quand même une clarté, il y a quand même une cohérence. C'est ça que je veux dire, c'est impossible de travailler sans clarté de cohérence. Ensuite, le stress de vouloir tout faire en une seule séance par peur de jugement. Ça, c'est pareil, c'est un autre atelier où j'assistais, où la personne a voulu faire tout. Tout. Faire une espèce d'extrait de tout ce qui allait se faire dans l'année. C'était le premier cours, alors il voulait montrer tout ce qu'on allait faire dans l'année. Et du coup, il n'y avait rien de... Les enfants, ils ne pouvaient pas s'opposer. Ils avaient envie de continuer à jouer. Et puis, ils ne pouvaient pas parce que la prof, elle était déjà passée à autre chose. Ils se demandaient mais pourquoi. Et donc, du coup, la frustration qui s'est cumulée de plus en plus, jusqu'à ce que voilà, les enfants, ils fassent n'importe quoi. Trop de frustration, trop de frustration. Voilà, non, il faut se limiter... Voilà, pour une séance de 45 minutes, on peut faire plus de 4-5 exercices de ces 4-5 jeux et puis surtout être voilà, à l'écoute si l'enfant il a envie de continuer à faire un jeu parce qu'il est en train de s'amuser ou parce qu'il voilà, il retrouve un intérêt quelconque. Il faut continuer un petit peu plus et puis toujours être à l'écoute pour voir si là, ce n'est peut-être pas le temps de changer parce que ce n'est pas parce qu'ils ont montrer qu'ils voulaient continuer, qu'il faut continuer pendant longtemps, ou le même temps qu'on a fait jusque-là, c'est juste voilà, être tout le temps à l'écoute de voir si l'enfant, il faut qu'il passe à autre chose ou pas. Voilà, on n'a pas besoin de que les enfants ils sachent tout dès le départ. Voilà, c'est ce que je vous disais avant. Donc, je voulais vous donner ça comme exemple. Donc,
Alors, le samedi 8 août, je vais faire une masterclass de comment mettre en place des ateliers musicaux, où je vais parler de manière approfondie, un peu plus approfondie sur comment les mettre en place, ce dont on a besoin. Voilà, donc je vais aborder 5 points. Apprendre à établir ses objectifs et une direction précise. Donc, on va travailler ça, voilà, mode atelier. Je vais vous expliquer ou vous montrer comment initier les enfants au rythme. On va voir différentes manières, différentes approches. Pareil, on va approcher le chant et l'oreille. La découverte instrumentale, qu'est-ce qu'on peut faire avec les instruments, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres choses qui ne sont pas des instruments, mais qu'on peut les prendre comme des instruments. Et l'importance d'un fil rouge, l'importance d'avoir donc cette cohérence dont je vous parlais avant. Alors, si vous êtes là, mais je ne sais pas si vous êtes là. Oups. Bon. J'ai mis en lien. Je vais mettre en lien. Oups. Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Je voulais mettre en lien la page où vous pouvez vous inscrire. Et comme ça, vous allez pouvoir... je vais essayer d'y aller dès le départ. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire à la masterclass. Donc, cette masterclass, elle est complètement en ligne. Ça dure à peu près 2 heures. C'est en fonction du nombre des participants, parce que si vous êtes nombreux, ça peut durer plus longtemps. Et c'est une séance que je vais enregistrer. Donc, si vous ne pouvez pas être présent, eh bien, comme elle est enregistrée, vous allez pouvoir quand même en profiter. Donc, ça se passe le samedi 8 à 14 h, toujours via Zoom. Donc, une fois que vous vous inscrivez, vous allez recevoir un mail de confirmation et bienvenue, où je vais vous expliquer certaines choses et puis je vais vous donner quelques exercices à faire pour attendre le jour J. Voilà. Et donc, le tarif, c'est de 20 €. Et la fermeture des inscriptions à la masterclass, ce sera le 5 août à minuit. Donc, vous avez jusqu'au 5 août pour vous inscrire. Voilà. Je pense que si vous êtes intéressé dans la mise en place des ateliers musicaux et que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas trop comment faire, je pense que c'est un très bon complément des choses que vous pouvez savoir déjà et des 2 petites conférences là que j'ai fait mercredi et aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Là, voilà, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Voilà. Et puis, j'espère que je vous verrai le samedi ou que j'aurai de vos nouvelles. N'hésitez pas à partager auprès des personnes qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Au revoir.